Bonjour à tous, je pense que nous pouvons maintenant commencer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation des besoins financiers pour la biodiversité. Durant ce webinaire, je vais être accompagné de Hervé Barois, que maintenant tout le monde connaît, j'imagine, qui est donc conseiller technique pour l'équipe Global Biofin, qui se focalise principalement sur la région d'Afrique, ainsi que sur le Kyrgyzstan. Quant à moi, je m'appelle Marco Arlo, je suis expert en finance environnementale et je me focalise principalement sur le management du projet au niveau mondial, ainsi que sur l'aspect technique du projet. Alors, j'aimerais rappeler encore une fois que le manuel de Biofin est enfin disponible en français sur notre site. Donc, j'invite tout le monde à aller y jeter un œil. Ce manuel est totalement complémentaire à ce cours en ligne et va vous donner beaucoup plus de détails que ce que nous avons le temps de présenter et donc va pouvoir répondre à beaucoup de vos questions. Donc, sur ce manuel, nous allons nous attarder sur le chapitre 5 aujourd'hui, l'évaluation des besoins financiers. Alors, l'objectif principal est de savoir combien faut-il pour atteindre les objectifs de la biodiversité. Alors, Hervé Barois va nous présenter des exemples des Seychelles et de l'Ouganda après cette présentation. La CDB a établi des estimations à haut niveau, des estimations globales en 2012, montrant qu'il fallait entre 150 et 450 milliards de dollars par an pour atteindre les objectifs d'Aichi. Et donc, ces chiffres qui sont mondiaux ont permis à l'idée de Biofin de se développer. Et ici, la méthodologie appliquée par Biofin est ascendante. Donc, le but est de savoir les besoins financiers au niveau national, et ce, à travers une analyse détaillée des coûts et des activités pour atteindre les objectifs nationaux. Alors, pour situer l'évaluation des besoins financiers dans la méthodologie, on va revoir encore une fois ce graphique qui montre l'ensemble de la méthodologie Biofin. Alors, il y a 2 semaines, nous avons vu l'analyse des politiques et des institutions, où le but était de connaître qui sont les acteurs principaux de la finance de la biodiversité dans le pays, ainsi que quels sont les mécanismes existants. Ensuite, nous avons vu la semaine dernière l'analyse des dépenses pour la biodiversité, où l'objectif était de savoir quelles sommes sont dépensées en faveur de la biodiversité. Aujourd'hui, nous nous attardons sur l'évaluation des besoins financiers, l'objectif étant de savoir, encore une fois, les coûts pour atteindre les objectifs nationaux. Et toutes ces analyses et évaluations vont donc permettre de créer, de produire des recommandations qui vont entrer dans le plan de financement de la biodiversité et qui vont permettre de sélectionner les meilleures solutions financières pour le pays pour atteindre ses objectifs nationaux. Et enfin, ensuite, de mettre en œuvre ce plan de financement ainsi que les solutions financières. Alors ici, nous présentons tout simplement les différentes étapes de l'EBF. Je vais souvent utiliser l'acronyme EBF pour évaluation des besoins financiers. Nous n'allons pas pouvoir aller en détail dans toutes ces étapes, mais nous allons nous focaliser sur certaines d'entre elles. Alors, l'objectif les différents sous-objectifs de l'EBF sont ceux-ci. Tout d'abord, il faut clarifier les stratégies et les actions dans les plans nationaux de la biodiversité, donc les SPANB. Ensuite, il y associe un coût à chacune des actions auxquelles on a associé des coûts. Et utiliser ces coûts comme base afin d'élaborer des budgets détaillés pour justifier davantage le financement de la diversité biologique. Et je vais après détailler des exemples dans les pays Biofin où l'utilisation de l'EBF a permis d'utiliser les recommandations comme justification et d'augmenter le budget pour la finance de la biodiversité. Ensuite, c'est de hiérarchiser les stratégies, nous allons en parler un petit peu plus tard, et enfin, d'estimer les besoins de financement non satisfaits en matière de biodiversité. Alors tout d'abord, la grande question est, qu'est-ce qu'une action auquel il est possible d'associer des coûts? Alors selon le manuel Biofin, c'est une action ou activité spécifique visant à obtenir un résultat clair ou quantifié dont le coût estimé peut être calculé sur la base de leur description, d'une recherche ou de l'opinion d'un expert. Alors nous allons voir souvent que
les SPAN, les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité, n'ont pas toujours des actions ou qu'elles ne sont pas toujours quantifiables, ou qu'il est compliqué de mettre des coûts associés à ces actions. Et donc cela va être une des grandes complexités de cet exercice. Et de plus, parfois, les SPAN ne sont pas aussi suffisamment larges et ne prennent pas suffisamment en considération beaucoup de choses liées au financement de la biodiversité. C'est pourquoi, par exemple, au Sri Lanka, ils ont, en plus de la SPAN, ils ont pris en considération le plan national pour le climat, ainsi que le plan national pour les certifications. Donc ici, le but est de trouver tous les plans nationaux que l'on peut utiliser, où il y a des actions, où l'on peut quantifier les besoins et associer des coûts. Alors, quelque chose que l'on souhaiterait aussi ajouter, c'est qu'il est important d'utiliser le mot biodiversité pas comme un coût, mais comme un investissement. Les ressources allouées à la gestion de la biodiversité ne sont pas simplement des coûts sans rendement. Ceux-ci peuvent procurer des avantages économiques et sociaux que l'on a vu dans la leçon 1. Et donc, il est important de voir cette EBF comme une possibilité d'investir dans la biodiversité et d'avoir des bénéfices économiques et sociaux. Alors ensuite, ici, c'est un exemple justement de comment on peut avoir un objectif auquel on peut associer des coûts et des actions. Alors, on va lire de gauche à droite. Tout d'abord, le résultat ici est que les coûts de la biodiversité sont intégrés dans les systèmes de comptabilité nationale et les plans de développement nationaux et décentralisés, afin de soutenir la réduction de la pauvreté et l'amélioration du nouveau programme national de productivité. La stratégie étant l'introduction de la valeur, ou du moins une des stratégies, l'introduction de la valeur de la biodiversité dans les cycles de formulation des politiques. Alors, pour atteindre ce résultat-là, pour répondre à cette stratégie, il faut des actions. Ici, nous en avons 3. Une unité dédiée à l'évaluation économique et le financement durable, 3 projets d'évaluation identifiés et gérés par une entité, ainsi que les comptes environnementaux principaux sont achevés. Toutes ces actions, il est possible d'y associer des coûts opérationnels, des coûts administratifs, des coûts pour développer un plan. Et donc, c'est ce à quoi nous devrions ce que nous devrions essayer d'atteindre. Alors, pour vérifier que les actions peuvent être associées à des coûts, le Mexique, par exemple, a développé une série de questions, comme par exemple, l'action comporte-t-elle des activités concrètes pour sa mise en œuvre? Est-il possible de chiffrer l'action et de lui attribuer un coût unitaire particulier? Les réponses à ces questions ont permis de classer les actions dans les catégories coût facile à estimer, estimation du coût possible ou coût impossible à estimer. L'équipe de Biofin a donc ensuite décidé de la marche à suivre. Les actions dont le coût était impossible à estimer comprenaient la volonté politique, par exemple, à laquelle il est difficile d'attribuer une valeur quantitative. Ce processus a été validé par les parties prenantes du pays, par le biais d'ateliers, de validation et de consultation d'experts. D'autres actions avaient un coût impossible à estimer car elles nécessitaient l'élaboration d'un plan avant la mise en œuvre et que ce plan n'avait pas encore été élaboré. Dans ce cas-là, seule l'élaboration du plan peut être chiffrée. Donc ensuite, nous allons passer aux différentes approches de l'établissement des coûts. Une fois que nous avons été capables d'avoir ces résultats et ces actions associées à des coûts. Alors, quelles approches utiliser pour déterminer ces coûts? Alors ici, à gauche, vous pouvez voir le nom de toutes ces approches, ensuite l'usage qu'elles ont, les possibilités et les défis liés à ces approches. Alors la budgétisation par reconduction, c'est peut-être l'approche la plus courante. Elle contraste avec l'EBF, donc avec cet exercice qui met l'accent sur le calcul des coûts plutôt que sur la budgétisation, puisque les budgets sont limités par le financement disponible, alors que les coûts indiqués dans l'EBF devraient indiquer des besoins réalistes indépendamment des budgets disponibles. Ce n'est pas parce que nous avons 20 millions de budget que les besoins pour atteindre les objectifs sont de 20 millions. Souvent, ils sont bien sûr plus élevés. Donc, la possibilité d'utiliser les budgets passés et rajouter des pourcentages justifiés. La prévision historique, c'est tout simplement d'utiliser des coûts sur des activités historiques détaillées. Cela va permettre
de calculer des coûts futurs pour des activités spécifiques. Par exemple, les coûts historiques de la replantation d'un hectare de mangrove peuvent être utilisés pour estimer les coûts de replantation d'une superficie particulière dans un pays ou une zone spécifique à l'avenir. La modélisation des coûts, cette approche s'applique généralement sur des modèles complexes, souvent non linéaires, avec de multiples variables. Un exemple serait l'estimation des coûts des zones protégées en fonction de leur superficie, leur distance par rapport aux villes, la parité locale des prix d'achat, l'utilisation peut-être aussi d'autres coûts historiques. Donc cela permet d'avoir tout de même des coûts lorsque l'on n'a pas des données spécifiques historiques sur cette action en particulier. Ensuite, nous avons le calcul des coûts par activité. Cette approche est utile lorsque les détails des activités sur la biodiversité sont bien connus et quantifiés. Pour cette approche, il est utile de disposer d'un catalogue d'unités de coûts pour faciliter l'établissement des coûts des activités. Alors, il s'agit d'un élargissement de tous ces coûts sont associés à des résultats spécifiques à moyen et long terme. C'est ce qu'on a vu. Après, le but est de commencer par le résultat, de voir l'action et ensuite de définir les coûts. Et donc, chaque coût va avoir des résultats spécifiques. Et donc, ce truc de processus de budgétisation nationale rencontre de plus en plus d'assentiments. En effet, elle permet au ministère des Finances et aux organismes centraux de planification de suivre plus facilement les résultats. Donc, c'est une approche qui a été utilisée, par exemple, en Géorgie et au Guatemala. Et cela a permis de proposer des budgets basés sur des résultats au ministère des Finances et ainsi d'augmenter, durant le cycle suivant, l'investissement qui sera fait dans la finance de la biodiversité. Tout simplement parce que, encore une fois, cela permet au ministère des Finances de bien comprendre comment vont être utilisés chacun de ces budgets. Il est important aussi de savoir qu'il est possible aussi de revoir les actions qui sont dans les SPAN. Dans la plupart des pays, le processus d'EBF a fourni aux décideurs des informations précieuses sur la manière de mieux concevoir les plans d'action pour la diversité biologique, en veillant à ce qu'ils soient axés sur des résultats attendus de manière plus concrète. En effet, grâce à cette approche, les actions sont plus faciles à tracer et à chiffrer et peuvent appuyer sur un processus de définition des priorités. Ici, le tableau qu'on voit montre les différentes façons de réduire le braconnage pour le rhinocéros. Si par exemple, dans la SPAN, l'objectif était de réduire les incidents de braconnage sur les rhinocéros, il est intéressant de fixer un résultat plus précis avec, par exemple, ici, 30%, et ensuite de voir toutes les actions possibles qui peuvent affecter qui peuvent mener à ce résultat. Et enfin, de les comparer avec, par exemple, l'impact est à court terme, à long terme, s'il est extrêmement coûteux à développer et à mettre en place, afin de choisir l'action qui sera la plus efficace. Et donc, cela aussi va permettre de justifier des budgets auprès du ministère des Finances. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux. Donc, on pourrait se dire que simplement en soustrayant les deux, on peut avoir le déficit de financement. Le problème, c'est que l'ADB et le BF ne sont pas entièrement comparables. La plupart du temps, elles calculent des choses différentes consacrées à la biodiversité dans le pays, y compris les dépenses secondaires, comme on l'a vu, dont la biodiversité n'est pas l'objectif principal. Comme on l'a vu la semaine dernière, il peut y avoir des projets qui ont un objectif principal de climat et qui pourtant vont affecter la biodiversité. Alors que généralement, dans les SPAN, nous n'avons pas ce genre d'activité, ce genre de programme. Donc, elles ne sont pas comptées dans l'exercice de coût, si nous ne les prenons pas en considération. Deuxièmement, de nombreuses activités courantes de gestion de la biodiversité, telles que la gestion des zones protégées, l'inspection environnementale, etc., ne sont pas considérées comme des activités dans les SPAN, ni dans les plans de développement nationaux écologiques, car ces derniers ont tendance à se concentrer uniquement sur les activités supplémentaires et sur les modifications apportées à la situation actuelle. En d'autres termes, tandis que l'ADB cherche à évaluer la situation actuelle, le BF vise plutôt à calculer les coûts supplémentaires nécessaires pour la modifier. Donc, il n'est pas si simple de comparer les deux et de trouver un déficit de financement. Et donc, nous avons mis en place 3 scénarios possibles pour répondre à ce challenge. Le premier, c'est de tout simplement dire que le BF ne reflète pas, reflète les besoins non satisfaits, c'est-à-dire que tout ce que nous avons coûté, aucune dépense n'est
pour l'instant en train d'y attribuer, n'a été attribué à ces objectifs, et que donc automatiquement, en faisant le coût, nous avons le déficit de financement. Néanmoins, généralement, les spans ne sont pas assez larges et il manque beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas le scénario que l'on recommande. Les deux autres scénarios que nous recommandons, c'est celui axé sur le BF ou celui axé sur l'ADB. Ici, l'objectif est de voir, par exemple pour le premier, d'effectuer des comparaisons individuelles pour chacun des programmes, de regarder ce qu'il y a dans le BF et de voir si dans l'ADB, il y en a que l'on peut comparer, si elles sont extrêmement similaires, si les programmes sont les mêmes. Et donc, à partir de ces lignes-là, de créer, de calculer ce déficit de financement. L'autre scénario est la même chose, sauf que l'on commence par l'ADB et que l'on voit ce qu'il y a dans le BF pour pouvoir calculer cela. Bien sûr, il va y avoir certaines limitations à cela, et généralement, cela va dépendre de la qualité des données que vous avez pu vous procurer lors de l'ADB. Si les données sont au niveau du programme, au niveau du résultat, il va y avoir une possibilité de comparer. Néanmoins, si les données sont au niveau de l'agence, alors il va falloir faire de l'EBF, des lignes de l'EBF, de les agréger et de créer aussi des chiffres en fonction des agences. Donc, comme vous pouvez voir, la comparaison des deux pour créer tout simplement un déficit n'est pas si simple et qu'il faut creuser un peu plus en détail la question. Alors ici, je voulais juste vous mettre un exemple de ce que je voulais vous parler, la hiérarchisation des priorités. Alors ici, c'est l'exemple de l'Équateur qui a choisi donc plusieurs résultats qui sont des priorités. Donc R9, R13, R3, R15, R19, R5, etc. sont des résultats de leur stratégie et plan d'action nationaux pour la biodiversité. Vous pouvez voir en bleu foncé donc les dépenses qui sont mises en place, et en bleu clair le déficit pour atteindre les objectifs. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, sur le R9, il manque environ 20% pour pouvoir atteindre les objectifs. Alors, R9, c'est la mise en place des mécanismes nécessaires pour retirer des Galapagos les espèces invasives, par exemple. En R15, on peut voir un énorme déficit. Donc ici, R15, c'est la mise en place du protocole de Nagoya au niveau national et d'avoir mis en place toutes les réglementations. En revanche, on peut voir que, par exemple, R2, qui est l'intégration de la biodiversité dans les plans nationaux, le financement disponible pour ce résultat est en fait déjà réalisé. Donc ici, on peut voir les priorités et les différentes sections, les différentes catégories où on manque énormément de financement pour atteindre nos objectifs nationaux. Donc, quelques résultats souhaités par l'EBF. Donc, bien sûr, les besoins totaux en financement pour la nation pour atteindre les objectifs, les besoins par stratégie de la SPAN, par objectif d'Aichi et par ODG. L'intégration dans le plan national est aussi un résultat souhaité. Cela a été le cas dans certains des pays de BFIN. Par exemple, l'EBF aux Philippines a permis, à travers des coûts extrêmement détaillés pour des programmes de restauration des zones côtières, d'augmenter énormément les budgets pour ces programmes de restauration de zones côtières à peu près 11 millions de dollars. Et donc cela a été possible grâce à l'analyse détaillée des coûts et de lier ces coûts à des résultats. Donc nous conseillons amplement d'utiliser cette idée de budget axé sur les résultats qui vont permettre en fait d'améliorer la finance de la biodiversité dans le pays. Et cela peut être même une solution financière pour le plan de financement de la biodiversité. D'autres recommandations, en plus de l'inclusion de résultats de biodiversité dans la planification nationale, la mise en relation des solutions de financement existantes avec des objectifs et organisations et des résultats spécifiques.
l'intégration de l'EBF dans le cycle de planification du budget national ordinaire et d'institutionnalisation du processus d'EBF. Le but étant que les États, les gouvernements remettent à jour souvent ces analyses pour mieux comprendre combien est nécessaire, combien de financement est nécessaire pour atteindre nos objectifs. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Nous allons passer à présent à Hervé Barois qui va nous parler de l'expérience de l'Ouganda et des Seychelles pour l'évaluation des besoins financiers. Merci et Hervé, c'est à toi. Bonjour, bon après-midi. Merci Marco pour l'introduction et merci pour cette présentation sur ce rappel méthodologique. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux études de cas, l'étude de cas des Seychelles et de l'Ouganda sur l'évaluation des besoins financiers pour la biodiversité. Je vais commencer tout d'abord par l'exemple des Seychelles. Aux Seychelles a démarré le processus de Biofin en 2014 et lorsque l'équipe nationale de Biofin a été mise en place, le processus de développement de la stratégie et le plan d'action national sur la biodiversité avait démarré, puisqu'il avait démarré en 2012-2013. Et à cette époque-là, la stratégie n'était qu'une ébauche. Et très rapidement, l'équipe de Biofin s'est rendu compte qu'il était impossible d'établir des coûts de cette stratégie, ce plan d'action national, puisqu'il était pas assez détaillé et les résultats et les activités proposées dans la stratégie étaient relativement vagues et donc il était impossible d'établir ces coûts de stratégie. Sur ce constat, donc, en consultation avec le ministère de l'Environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'équipe de Biofin, il a été décidé de recruter un consultant supplémentaire qui s'est penché sur améliorer la définition de la stratégie du plan d'action national. Cette étape a pris une année supplémentaire de travail, puisqu'il a été nécessaire de reconsulter toutes les parties prenantes sur la stratégie et le plan d'action national de la biodiversité. Et du même coup, ce consultant a permis aussi de réaligner cette stratégie avec les objectifs de la CBD, les objectifs HI. Donc finalement, la stratégie nationale a été finalement approuvée par le gouvernement des Seychelles en 2015. Et cela a retardé un petit peu du processus Biofin. Dans la stratégie nationale des Seychelles, 31 projets ont été identifiés. Et ces projets ont été détaillés par l'équipe de Biofin afin de les classer en fonction des grandes catégories de dépenses développées par Biofin que je vais rappeler ici. Donc nous avons une première catégorie qui se concentre sur l'intégration de la biodiversité dans la planification nationale, soit dans les plans nationaux sectoriels, mais aussi dans le processus de budgétisation nationale. Il y a une catégorie de Biofin qui se concentre sur l'utilisation durable, catégorie sur tous les aspects de protection de la biodiversité, une grande catégorie sur les aspects de restauration des écosystèmes, une grande catégorie d'accès et de partage des avantages et une catégorie qui est liée à la habilitation. Toutes ces catégories, et il existe aussi des sous-catégories, sont détaillées dans la deuxième grande étape du processus de Biofin, qui est l'analyse des biodiversités. Et donc, nous avons repris cette catégorisation qui est utilisée dans le cadre de l'analyse des dépenses de la biodiversité pour l'analyse des besoins financiers, afin de faciliter cette comparaison entre les dépenses réelles, la budgétisation, de la stratégie nationale et du plan d'action de la biodiversité. Donc ça a été notre première étape méthodologique, donc cette analyse et cette classification des projets en fonction des catégories de Biofin. La deuxième étape a été par l'équipe de Biofin
d'établir des coûts unitaires standards. Il y a des coûts unitaires standards qui sont utilisés par le gouvernement des Seychelles, mais aussi les différentes agences de développement qui mettent en œuvre des projets de conservation de la biodiversité au niveau national. Et donc, nous avons fait une compilation de ces coûts afin d'établir une liste de coûts unitaires standards. Par exemple, nous avons défini combien coûtait en moyenne un consultant national, quel était son coût journalier, combien coûte en moyenne un consultant international, quel est son coût journalier, combien coûte en général un atelier de travail qui réunit les parties prenantes, coûte en général un véhicule, combien ça coûte de se transporter d'une île à une autre, etc., etc. Donc, l'équipe Biofin a établi cette liste de coûts unitaires standards qui après, l'objectif c'est de l'utiliser une fois qu'on se lance dans l'établissement des coûts par projet de la stratégie nationale. La troisième étape a été pour chaque projet de la stratégie nationale de détailler les activités et d'établir par activité des éléments de coût qui soient soit récurrents, soit en investissement. Donc de bien faire la différenciation entre les coûts récurrents et les coûts d'investissement, puisqu'on pensait que cette information était capitale pour le ministère des Finances, étant donné que c'est deux budgets différents et donc il est important de faire cette différenciation au niveau de l'établissement des coûts de la stratégie nationale sur la biodiversité. Sur cette base, une EBO, des tableaux de coûts ont été créés et une première ébauche des coûts ont été établis avec une répartition annuelle. Donc il a été aussi nécessaire dans l'établissement de ces coûts de répartir ces coûts par année d'implémentation de mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité. Une fois que cette ébauche de coûts a été préparée, il a été nécessaire d'identifier des experts dans les grands domaines de la biodiversité aux Seychelles afin de les consulter et de pouvoir affiner les coûts, l'ébauche de ces coûts qui avaient été établis. Donc il a fallu par exemple identifier des experts qui étaient des experts dans tous les aspects de biosécurité, des experts qui travaillent généralement dans la gestion des parcs nationaux, des experts qui travaillent dans le tourisme durable, des experts qui travaillent sur la pollinisation, des experts qui travaillent dans la pêche durable, afin de discuter avec eux ces propositions des coûts par grand projet. Une fois que ces coûts ont été affinés grâce à l'appui de ces experts nationaux, nous avons présenté les résultats de ces coûts au cours de plusieurs ateliers de travail réunissant les parties prenantes de la biodiversité. Et nous avons, lors de ces ateliers de travail, réuni les parties prenantes en fonction de leur spécialité. Mettons que nous avons, et chaque groupe de travail s'est concentré sur la revue des coûts proposés par les programmes qui sont liés directement au mandat de leur institution. Par exemple, nous avons mis ensemble dans un groupe de travail les institutions qui travaillent sur la gestion des aires protégées, les parties prenantes qui travaillent sur la biosécurité, les parties prenantes qui travaillent dans les aspects du tourisme, etc., etc., afin de raffiner encore plus ces coûts proposés. Donc voilà, donc c'est un processus qui a plusieurs étapes et qui généralement aux Seychelles a pris environ entre 4 et 5 mois de travail. Maintenant, je vais présenter quelques résultats. Donc par exemple, ici nous avons un diagramme qui présente les coûts totaux de la stratégie et le plan d'action national de la biodiversité par les grandes catégories Biofin. Donc on se rend compte que la plus grande partie de la stratégie se concentre sur des aspects qui sont liés à l'utilisation durable des ressources naturelles. C'est la partie qui est en violet. Et après, en mauve, en rouge, pardon.
Et les deux autres catégories plus importantes sont les catégories qui sont liées à la protection et à la restauration. Il semble logique que la plus grande partie de la stratégie nationale sur la biodiversité se concentre sur la gestion durable de la biodiversité, puisque l'économie des Seychelles, dans sa grande partie, est basée sur l'utilisation de la biodiversité, notamment à travers la pêche, qui est un grand secteur économique des Seychelles, mais aussi à travers le tourisme, qui vend un peu l'utilisation durable des zones côtières et également des aires protégées. Nous avons aussi représenté l'analyse des coûts récurrents et investissements de la stratégie nationale sur la biodiversité sur l'ensemble de la période de la stratégie des Seychelles qui est de 2015 à 2020. Et donc vous avez en bleu tous les coûts d'investissement et vous vous rendez compte que donc au début de la mise en œuvre de la stratégie nationale, la partie d'investissement est plus importante et après les besoins en investissement se réduisent en fonction de la mise en œuvre de ces stratégies et les besoins récurrents sont à peu près constants. Ça, c'est une information extrêmement importante dans la planification budgétaire nationale et montre l'intérêt peut-être à l'État aussi d'investir dans la biodiversité et de montrer que ces investissements seront limités dans le temps et que permettront de générer des impacts intéressants pour l'économie nationale. Vous voyez aussi dans ce diagramme que les besoins financiers totaux sont de 320 millions de roupies sur l'ensemble de la période et qu'il faut en moyenne par an approximativement une moyenne de à peu près 50 millions de roupies par an. Nous avons aussi fait des analyses suivant les autres catégories de biofilm. Et voici ici quelques exemples. Le premier exemple à gauche de votre écran, ce sont sur les analyses qui sont liées à la catégorie de biofilm sur l'intégration, donc l'intégration de la biodiversité dans la planification sectorielle nationale et l'intégration de la biodiversité dans la planification budgétaire. Vous voyez qu'en bleu, ce sont des coûts d'investissement et que la plupart des coûts liés à cette catégorie sont liés à des investissements et qu'il y a très peu de coûts récurrents. Donc, c'est vraiment essayer d'intégrer le processus dans le processus de la biodiversité dans le processus national. C'est un investissement qui va généralement générer des impacts à moyen terme, à long terme relativement importants. La deuxième catégorie que nous avons analysée, qui est présentée ici, c'est tout ce qui est protection. Et là, vous voyez que le profil est un peu différent, que les investissements sont généralement importants au début de la mise en œuvre de la stratégie, donc des coûts importants pour mettre en œuvre le processus de protection des aires protégées ou des zones sensibles, et que après, la partie des coûts récurrents semble constante et est maintenue dans le long terme. Donc la protection est une stratégie récurrente principalement et il est nécessaire de la maintenir sur le long terme. Une autre analyse, par exemple, c'est les coûts récurrents et d'investissement de la catégorie de l'accès et partage des avantages. Et donc, le processus des Seychelles dans ce cadre-là, ça a été uniquement la mise en œuvre de la politique nationale et de la mise en œuvre du cadre légal. Donc, vous voyez que l'ensemble des coûts qui ont été proposés sont des coûts qui sont que d'investissement, puisque le cadre légal est mis en place une fois, l'analyse des consultations internationales et nationales, ainsi que la politique nationale sur l'accès et le partage des avantages. Donc voilà 3 exemples qui permettent de justifier, de montrer quel type de coûts on a, récurrent en investissement, et quelles sont leurs planifications annuelles, quels sont les besoins annuels. Pour l'écart financier, il y a eu énormément de discussions aux Seychelles sur l'utilisation de la stratégie nationale et du plan d'action. La conception du gouvernement des Seychelles et des parties prenantes, c'est que le plan la stratégie nationale est conçu comme un outil de mobilisation
des ressources financières pour la biodiversité. Donc c'est conçu en fait pour mobiliser surtout des financements liés aux bailleurs de fonds. Dans le temps, la stratégie nationale est utilisée et présentée aux tables rondes des bailleurs de fonds, et les bailleurs de fonds se prononçaient concernant leur participation à tel ou tel projet proposé dans ces stratégies nationales. Donc en fait, le coût de la stratégie est un coût additionnel. Donc le gap, l'écart financier, c'est le coût total de la stratégie nationale proposée par les Seychelles. Et donc ça correspond au premier scénario que Marco a présenté lors de la méthodologie. Et il est très difficile de comparer ce coût avec les dépenses de la biodiversité nationale. Et on ne peut pas la comparer parce qu'elle est supplémentaire. Et voilà. Donc la conclusion de l'analyse des besoins financiers a permis, cette étape du processus Biofin a permis de sortir quelques conclusions. Donc le coût additionnel qui est proposé avec la stratégie représente 0,84% du budget national ou 1,34% des revenus annuels générés par le secteur du tourisme. Il faut savoir que les dépenses, si l'on peut les comparer aux dépenses sur la biodiversité lors du module précédent, les dépenses en moyenne du budget national se situent à peu près à 1,7-1,8% du budget national. Donc, une augmentation de 0,84% n'est pas une augmentation, mais un peu moins du doublement de l'allocation budgétaire nationale pour la biodiversité. On constate que 36% des coûts envisagés sont liés à l'utilisation durable des ressources naturelles, ce qui reflète l'économie des Seychelles, qui est basée sur la biodiversité. On constate donc aussi l'établissement des coûts pour la stratégie a été longue et difficile aux Seychelles, et donc la recommandation c'est d'intégrer le processus de Biofin dès le début de la formulation de la prochaine stratégie nationale et du plan d'action national, afin d'éviter des délais pour l'établissement des coûts détaillés de cette stratégie. Et on constate aussi que la stratégie nationale est considéré comme un outil de mobilisation des ressources financières et n'est pas considéré comme un outil de gestion comme il est proposé dans le cadre de la CBD. Donc, le prochain processus de formulation de la stratégie nationale devra être revu pour s'assurer que la stratégie nationale et le plan d'action national intègrent toutes les activités relatifs à la biodiversité au niveau national et que ne soit pas utilisé uniquement comme un outil de mobilisation des ressources financières. Donc voilà rapidement quelques conclusions qui ont été tirées de cette étape du processus de Biofin dans le cadre des Seychelles. Je vais passer maintenant avec l'exemple de l'Ouganda. Donc l'Ouganda, pour l'établissement des coûts de sa stratégie nationale, a adopté une approche similaire. Donc je ne vais pas répéter cette approche. Je vais uniquement présenter très rapidement quelques résultats afin d'illustrer les informations qui peuvent être générées par ce processus. Donc en Ouganda, la stratégie nationale est répartie entre 7 objectifs stratégiques qui sont présentés dans ce tableau. Le premier objectif stratégique, c'est renforcer les cadres et la coordination pour la gestion de la biodiversité. Deuxième objectif, c'est faciliter et renforcer les capacités pour la recherche et l'information et le partage des connaissances sur la biodiversité. Troisième objectif, c'est réduire et gérer les impacts négatifs tout en améliorant les impacts positifs de la biodiversité. Quatrième objectif, c'est promouvoir l'utilisation durable et le partage équitable des coûts et des bénéfices de la biodiversité. Cinquième objectif, c'est améliorer l'éducation et sensibilisation sur les enjeux de la biodiversité des différentes parties prenantes. Sixième objectif, c'est exploiter la biotechnologie moderne pour le développement.
socio-économique avec des mesures de sécurité adaptées pour la santé et l'environnement. Et 7e objectif, c'est promouvoir les mécanismes de financement innovatifs et durables pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale. Donc, sous chaque objectif stratégique, l'Ouganda a toute une série de programmes et de projets à mise en œuvre. Et l'établissement des coûts a été fait suivant la méthodologie Biofin. Et ce tableau est un peu récapitulatif des coûts établis par grands objectifs stratégiques. Et nous voyons que les coûts en moyenne annuels sont de l'ordre d'un peu moins de 500 milliards. Par contre, ce que l'on constate dans ce tableau, c'est qu'une très grande partie des coûts sont concentrés dans un objectif, qui est l'objectif 3. Vous voyez, à peu près 90% des coûts totaux de la stratégie sont répercutés dans l'objectif 3 uniquement, qui s'intitule « Réduire et gérer les impacts négatifs tout en améliorant les impacts positifs sur la biodiversité ». Donc on voit une énorme concentration sur les objectifs et très peu d'allocations budgétaires proposées pour les autres objectifs de la stratégie nationale. Donc quand on regarde en détail l'objectif 3 de cette stratégie nationale, on constate que 81% des coûts proposés sont pour la reforestation. Et il était proposé comme objectif dans cette stratégie nationale la reforestation de 120 000 hectares. Et 17% des coûts proposés sont là pour la restauration des zones humides, avec un objectif de restaurer 20 000 hectares. Donc vous voyez que une très grande partie est concentrée pour la reforestation. Donc, suivant ce constat, quelles sont les conclusions que nous avons pu faire et les recommandations que nous avons pu faire aux parties prenantes d'Ouganda? Premièrement, la mise en œuvre de la SNAP demandera en moyenne une allocation annuelle de 6,2% du budget national. Si l'on compare ceci avec les dépenses annuelles actuelles pour la biodiversité du budget national, elles sont uniquement de 1,2%. Donc, la mise en œuvre de cette stratégie nationale est extrêmement ambitieuse, puisqu'il faut augmenter l'allocation nationale du budget national de 1,2% à 6,2%. C'est extrêmement ambitieuse et ça montre aussi qu'elle est extrêmement dépendante de la mobilisation des apports financiers des différents bailleurs de fonds. Et donc, son implémentation reste très aléatoire. Voilà le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une très forte concentration des coûts envisagés sur l'objectif 3 de la stratégie. Donc 86,6% du coût total de la stratégie est pour la reforestation et la reforestation des zones humides. Et donc ça, c'est et on s'adresse pas forcément aussi, on s'adresse pas directement aux facteurs qui sont liés à cette reforestation. On envisage qui sont liés à la déforestation. Donc, on mise tout sur une reforestation, une restauration des eaux humides, mais sans nécessairement analyser les facteurs de cette dégradation des eaux humides et les facteurs de cette reforestation. Donc, l'analyse finale, c'est en fait de améliorer la formulation de la stratégie nationale pour la biodiversité, non seulement grâce à une budgétisation détaillée, qui assurait une meilleure mise en œuvre à travers une programmation plus réalistique. Donc, les coûts permettent de se rendre compte si la programmation de la SNAP est réalistique ou non, en fonction des coûts établis, et aussi de voir si elle s'attaque aussi aux facteurs clés de la dégradation de la biodiversité, mais pas uniquement aux facteurs de restauration tels que la reforestation et la restauration des zones humides. Donc, d'avoir une meilleure répartition
des propositions. Voilà, avec ceci, ces quelques mots qui présentent quelques résultats clés qui sont issus de cette étape du processus de Biofin et qui permettent aussi d'identifier des pistes pour le développement et la mise en œuvre de solutions de financement qui seront intégrées dans le plan de financement de la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Marco. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation et ces deux exemples de l'Ouganda et des Seychelles. Alors les participants peuvent écrire dans le chat. Nous allons répondre à vos questions. Donc s'il vous plaît, prenez votre temps pour écrire vos questions. En attendant que nous recevions un peu de questions, Hervé, pourrais-tu nous dire combien de temps cela a pris pour mettre en place, pour avoir une EBF finale dans ces deux pays? Merci Marco pour cette question. D'après l'expérience de ces deux pays, nous pouvons résumer qu'il y a deux étapes principales pour l'analyse des besoins financiers. La première étape, c'est vraiment l'analyse, la revue détaillée de la stratégie et du plan d'action national de la biodiversité. Et la deuxième étape, c'est l'établissement des coûts. Et donc, notre expérience montre que la première étape est l'étape qui demande le plus de temps si la stratégie nationale n'est pas suffisamment détaillée et si elle n'intègre pas une approche qui met en valeur des objectifs, des résultats attendus et des activités détaillées. Des activités non seulement détaillées, mais aussi réparties sur une chronologie approuvée par les parties prenantes. Et généralement, cette première étape demande donc une consultation des parties prenantes, et cela prend du temps, et qui peut prendre plusieurs mois. Par exemple, dans le cas des Seychelles, cela a pris 1 an de travail pour reformuler, redétailler cette stratégie nationale, donc à peu près 1 an de travail supplémentaire pour arriver à une stratégie sur laquelle il est possible d'attribuer des coûts. Dans le cadre de l'Ouganda, l'analyse et la revue de cette stratégie nationale n'a pas été faite, et donc on s'est aperçu des résultats que suite à l'établissement des coûts. Donc 1 an pour travailler, avoir un programme détaillé de la stratégie nationale. Et après, en fait, l'établissement des coûts en elle-même était relativement court. C'est un processus de budgétisation, je dirais, a priori normal, que la plupart des institutions ont l'habitude de mettre en œuvre. Et en fonction de la disponibilité des parties prenantes, pourrait prendre entre 4 à 6 mois. Aussi en fonction de la complexité et de la stratégie nationale, du plan d'action national de la biodiversité. Donc en tout, tout est en fonction de la stratégie nationale, si elle est bien développée ou pas. Mais si elle n'est pas bien développée, il faut compter au minimum 1 an et demi. Si la stratégie nationale est parfaitement développée avec des résultats clairs, des objectifs clairs, des activités claires, une programmation bien répartie sur la durée totale de la stratégie, l'établissement des coûts en eux-mêmes entre 4 à 6 mois. Ok, merci beaucoup Hervé. Une autre question, et puis si nous n'avons pas de questions supplémentaires de la part des participants, nous arrêterons le webinaire. Une autre question, ou plutôt deux questions. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les mêmes experts pour faire l'ABD et le BF? Et est-ce qu'il faut faire les deux en même temps? Ou est-ce qu'il faut faire l'ABD bien avant en termes chronologiques? Si tu pouvais un peu éclaircir ces deux aspects à travers tes expériences dans les pays. Merci Marco pour cette
Deuxième question. Généralement, il est possible d'avoir les mêmes experts pour effectuer l'analyse des dépenses sur la biodiversité et l'évaluation des besoins financiers. L'équipe sera un petit peu différente. Dans l'équipe, donc, il nous faut un spécialiste de l'économie de l'environnement dans les deux cas. Et je pense que une à deux personnes seront suffisantes pour établir les coûts de la stratégie nationale et le plan d'action national de la biodiversité. Généralement, il y a besoin de quelqu'un qui connaît un peu l'économie de l'environnement et quelqu'un qui pourrait aider à collecter les informations et à rentrer les données dans des tableaux Excel. Donc deux personnes, un assistant modèle Excel et un consultant expérimenté pour faire l'analyse des résultats d'évaluation de la besoin financier. Et cette équipe pourra effectuer le travail aussi de l'analyse des dépenses sur la biodiversité et pourra être renforcée par une troisième personne dans le cadre d'un pays, d'un grand pays, ou avec beaucoup de régions, sous-régions et provinces, et donc où le volume d'informations sera relativement importante. Donc il est possible d'avoir à peu près la même équipe dans les deux différentes étapes. Au niveau chronologie, il est possible de démarrer ces étapes en parallèle. Effectivement, si on utilise les mêmes personnes, ça sera en fonction du volume du travail des deux activités proposées, mais généralement il est possible d'avoir ces deux activités qui progressent en parallèle, ce qui évite de prendre trop de temps dans le cadre d'un projet financé par le PNUD, que nous avons une durée de 2 à 3 ans maximum. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Marco. Oui, très bien. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation et pour la réponse à pour les réponses à toutes ces questions. Je pense que nous allons pouvoir fermer le webinaire. La semaine prochaine, nous ferons un webinaire sur le plan de financement de la biodiversité et donc voir comment toutes ces analyses et évaluations permettent de créer un plan de financement de biodiversité qui sera après mis en place. Donc nous vous encourageons à assister à ce webinaire la semaine prochaine aussi. Merci donc pour ce webinaire. Victoria et Jenna se sont occupées du côté technique. Et merci beaucoup à tous les participants. À bientôt. Au revoir.